Je suis Samuel Bianchini, artiste et enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure des arts décoratifs où je dirige le groupe de recherche Reflective Interaction sur les dispositifs interactifs pour le compte d'ENSAD Lab, le laboratoire de l'ENSAD. Et l'ENSAD étant partenaire évidemment du LabEx ICCA. Et donc nous avons conçu ce colloque dans un dialogue, je dirais, entre la théorie, la pratique, la philosophie, la réflexivité et la pratique, puisque aujourd'hui pour nous un des enjeux c'est d'arriver à mettre en place une recherche qui soit basée sur la pratique. Une recherche qui soit basée sur la pratique, c'est-à-dire aussi une recherche qui est en prise étroite avec ses instruments, avec les moyens qu'elle met en œuvre, et donc une recherche qui n'est pas simplement une mise en œuvre de moyens qui seraient déjà donnés, mais au contraire une recherche qui est aussi focalisée sur les moyens qu'elle se donne et les moyens qu'elle peut donner à d'autres, en particulier les communautés de créateurs. Et en quelque sorte, on peut se dire qu'il y a, puisqu'on parle aussi beaucoup de recherche et création, de recherche-création, eh bien il y a un dialogue entre la recherche sur ces moyens et les créations qui peuvent en découler, ou à l'inverse, les créations qui provoquent ces nouveaux moyens sur lesquels il faut travailler, avec lesquels il faut expérimenter. Et donc c'est dans ce dialogue qu'il nous semble extrêmement important d'avoir aussi une capacité de recul réflexif pour essayer de penser la relation que ces moyens et ces créations peuvent nouer avec la société, avec donc quels impacts elles peuvent avoir sur la société, puis évidemment aussi comment construire à partir de ce qui existe déjà dans la société. Et c'est ce rapport étroit entre finalement les individus, la société et ces moyens techniques, c'est cette organologie qui nous semble absolument essentielle d'interroger dans cette triangulation et de voir aussi en quoi cette réflexivité sur les moyens, en même temps qu'il y a une recherche pratique sur ces moyens, sur ces organes, ces nouveaux organes que l'on peut développer, eh bien je crois que c'est là aussi le sujet du colloque qui peut nous aider en termes méthodologiques pour développer la recherche basée sur la pratique en art et en design. Bon, il me semble que la production artistique aujourd'hui est en crise parce qu'elle limite l'expérience esthétique à, je dirais, une multiplication d'instants de plaisir. Alors que l'expérience esthétique avait été autrefois pensée avec une ambition qui était tout autre. Il y avait une ambition de transformation individuelle et collective qui faisait partie du projet même de la modernité artistique. Et il me semble aujourd'hui que cette ambition-là s'est effondrée, qu'elle est en train de s'effondrer, que tout n'est plus que consumérisme esthétique et qu'à ce titre, aucune transformation individuelle et collective ne devient pensable. Or, ce qui m'a intéressé en découvrant la réflexion organologique de Bernard Stiegler, c'était le lien que retisse la réflexion organologique entre les organes artistiques et techniques d'un côté, avec les organes psychosomatiques et sociopolitiques. Et ce lien, cette relation entre ces trois organes-là, me redonne aujourd'hui espoir pour repenser une puissance de l'art, une puissance transformatrice de l'art. Il apparaît donc quelque chose comme une organogénèse qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire à la fois une méthodologie artistique pour l'artiste et le designer, et puis aussi une génération, une genèse des organes sociopolitiques et des organes psychosomatiques par les organes artistiques et techniques. Et donc c'est la possibilité d'une organogénèse qui me redonne espoir pour essayer de repenser comment est-ce qu'on pourrait répondre à cette crise esthétique de la production artistique. Je m'appelle Everardo Reyes, je suis récemment maître de conférence à l'Université de Paris 8, laboratoire Paragraphe, mais anciennement, j'ai passé 4 ans en tant que chercheur au LabPsyc à l'Université de Paris 13 et en tant que co-responsable du master design d'interface. L'idée du colloque organogénèse, son importance pour moi, je le vois au sein du quotidien de la communauté académique
fait des enseignants et des étudiants, là où on pense, je pense que c'est nécessaire d'entamer une discussion, une réflexion, d'approcher cette communauté à penser les objets techniques, non seulement du point de vue matériel ou substantiel, mais aussi du point de vue les influences, les répercussions, tout ce qui est autour de la conception et de la production d'un objet technique. C'est-à-dire, donc là on peut parler de la société, on peut parler à long terme des conséquences d'un objet technique, on peut parler aussi des passions, des désirs, tout ce contexte qui influence la conception des nouveaux objets. Je crois que le programme et le colloque a été pensé justement pour que la réflexion soit nourrissante et qu'ensuite que l'on puisse voir dans la pratique quotidienne, encore une fois académique, comment on s'approprie de ces réflexions et espérons voir des nouveaux objets qui prennent en compte ce nouveau paradigme organogénétique en art et en design. Le sujet de cette rencontre, c'est l'organogenèse au sens où, en 1929, en parle Sigmund Freud, dans un texte très connu, même par les gens qui ne connaissent pas très bien la psychanalyse, parce que c'est un texte qu'on lit en terminale c'est un texte de l'époque, on pourrait dire, qui s'appelle « Malaise dans la culture », qu'on a traduit en français par « Malaise dans la civilisation », et dans lequel Freud explique que, d'abord, qu'il est dans une société où le téléphone, la radio, le bateau à vapeur, enfin toutes ces nouvelles techniques qui apparaissent à l'époque sont en train de perturber fortement la société, et que cette perturbation qui est produite par l'évolution technique, eh bien, d'abord, elle crée des paradoxes. C'est-à-dire que chaque nouvelle technique crée des avantages fort évidents, qui font qu'elle marche sur le plan commercial et tout ça, mais en même temps crée des nouveaux problèmes pour lesquels il faut une nouvelle technique pour compenser les problèmes, etc. Et il montre que c'est une sorte de spirale infernale qui se développe là. En soi, ce point de vue-là est très intéressant, très original et assez unique dans l'histoire de la pensée occidentale, de penser la technique comme ça, c'est tout à fait impressionnant. Mais d'autre part, Freud donne à sentir un malaise qui est en train de monter dans la société, qu'il ne sait pas encore être la venue du nazisme, mais il la sent, cette venue-là. Il sent que quelque chose se produit du fait, notamment de l'évolution technique, parce qu'il rapporte assez directement, il relie assez directement ces questions, donc du fait d'une grande transformation qu'on peut appeler organogénétique. Pourquoi parler d'organogénèse? Moi-même, j'ai construit ce mot d'organologie en m'appuyant sur ce texte de Freud. C'est parce que Freud, à la fin de ce texte, fait une hypothèse très importante qu'il avait déjà faite bien avant, 20 ans, même 30 ans plus tôt, dans une lettre qu'il avait échangée avec un de ses amis qui s'appelait le docteur Fliss, qui est que l'homme est en fait un être qui transforme ses organes et les perfectionne depuis la conquête ce qu'on appelle la conquête de la station debout. Et cela, ça pose aujourd'hui des questions dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde qu'on appelle le monde de la disruption, désormais, où l'innovation technologique est devenue absolument constante et absolument déferlante, extrêmement destructrice, extrêmement destructrice. Une question se pose aujourd'hui, qui n'est plus contournable, c'est l'organogenèse au sens de Freud, mais aussi l'organogenèse au sens où les ingénieurs, les designers conçoivent des interfaces, des objets, des machines, des systèmes techniques, et l'organogenèse des organisations, c'est-à-dire la politique, les institutions, l'éducation, l'école des arts décoratifs, qui est une institution. Comment tout cela évolue face à ce processus organogénétique? C'est ça à quoi nous sommes confrontés. Dans ce contexte que j'appelle disruptif, au sens où la technologie évolue tellement rapidement qu'elle court-circuite les institutions, elle court-circuite l'éducation, elle déstabilise les appareils psychiques. Chez les enfants, c'est très connu, ça inquiète énormément de monde maintenant, et elle déstabilise à peu près toute la vie sociale.
sans parler des problèmes économiques, d'emploi, d'automatisation, etc., etc. Et donc il y a un enjeu là extrêmement important pour les artistes et les designers de repenser le design. Nous ne sommes plus en 1920 à l'époque du Bauhaus, nous sommes en 2015 à l'époque de la disruption. Et ça suppose de repenser très profondément la place des artistes, la place des designers, comme ça suppose d'ailleurs de repenser la place des philosophes, des hommes politiques, des économistes, dans la mesure où je considère moi que toutes ces figures, mais on pourrait dire aussi les syndicalistes, les travailleurs même, tous ceux qui font quelque chose dans la société, ce sont des figures qui sont, dans l'histoire de l'humanité, toujours responsables de la capacité à s'approprier les transformations organologiques au sens technique, pour en faire des organisations sociales, des appareils psychiques reconfigurés, d'autres manières de voir, comme disait Manet, par exemple, d'une manière qui soit prometteuse.